L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, n'est-ce pas? De nos assistants vocaux à la façon dont on découvre de la musique, elle est déjà bien présente dans nos vies. Mais au fond, comment ça fonctionne réellement? Allez, aujourd'hui, on décortique ensemble cette technologie qui est en train de tout changer. Alors, c'est parti. On va plonger au cœur de cette révolution pour voir concrètement ce qui se cache derrière ces deux lettres, IA. Bon, pour commencer, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. L'intelligence artificielle, ou l'IA, c'est quoi au juste? En gros, le but de l'IA, c'est de créer des machines qui peuvent simuler l'intelligence humaine. Et attention, on ne parle pas juste de faire des calculs, on parle de raisonner, d'apprendre de ses erreurs et même, oui, d'être créatif. Et ce que ça permet de faire, c'est juste dingue. Imaginez un peu, une machine qui reconnaît un visage dans une foule, qui peut traduire une langue instantanément, ou qui conduit une voiture toute seule. Voilà, c'est ça, la puissance de l'IA en action. Ok, mais comment ça marche tout ça? Quel est le moteur derrière cette intelligence? Pour le savoir, on va soulever le capot et regarder de plus près les deux concepts qui font tourner toute l'IA moderne. Le premier, c'est ce qu'on appelle le machine learning, ou l'apprentissage automatique. L'idée est assez simple en fait. Imaginez, on montre des milliers et des milliers de photos de chats à un ordinateur. Mais au lieu de lui dire un chat, ça a des moustaches, deux oreilles pointues, on le laisse se débrouiller. Il va analyser tout ça et trouver tout seul les points communs. C'est ça l'apprentissage par les données. C'est brillant. Maintenant, si on pousse le concept à fond, on arrive au deep learning, ou l'apprentissage profond. Là, c'est un cran au-dessus. Ça utilise ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels, un peu comme si on imitait les différentes couches de notre cerveau. Et ça permet d'analyser des trucs beaucoup, beaucoup plus complexes. Pensez à la reconnaissance vocale, ou même à la création d'images à partir de rien. Donc, pour que ce soit bien clair, il faut imaginer des poupées russes. Vous avez la grande poupée, c'est l'IA. À l'intérieur, il y a le machine learning. Et encore à l'intérieur, la plus petite poupée, c'est le deep learning. C'est tout simplement une technique ultra spécialisée de machine learning qui lui-même est une branche de l'IA. Et alors, récemment, il y a une branche de l'IA qui a, complètement explosé aux yeux du grand public. Je parle bien sûr de l'IA générative. L'IA qui ne se contente pas d'analyser le monde, non, elle crée des choses nouvelles. C'est elle, la magie derrière des outils comme ChatGPT, qui peut écrire un poème, ou Midjourney, qui peut dessiner un tableau. Et le truc fou, c'est que ces modèles ne font pas du copier-coller. Pas du tout. Ils génèrent du contenu complètement original en piochant dans tout ce qu'ils ont appris. Et le processus pour y arriver est assez fascinant. Étape 1, on nourrit le modèle avec une quantité de données absolument monstrueuse. Pensez à une bonne partie d'Internet. Étape 2, on l'affine, on le spécialise pour une tâche bien précise. Et enfin, étape 3, il commence à générer du contenu et il continue de s'améliorer à chaque fois qu'on interagit avec lui. Bon, tout ça, c'est un peu technique, c'est vrai. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, à quoi ça sert l'IA? Eh bien, les avantages sont littéralement partout. D'un côté, l'IA peut s'occuper de toutes ces tâches répétitives et un peu ennuyeuses, ce qui libère du temps pour des choses plus importantes. De l'autre, elle peut analyser une montagne de données en quelques secondes, là où un humain mettrait des jours, voire des semaines. Résultat, tout devient plus sûr, plus efficace. Prenez la détection de fraude, par exemple. À chaque seconde, pendant qu'on parle, des IA sont en train de scanner des millions de transactions bancaires. Leur but, repérer le moindre truc suspect pour éviter les fraudes. C'est un peu comme avoir un garde du corps numérique invisible qui veille sur notre argent. Et c'est aussi cette IA qui nous recommande le prochain film à voir sur notre plateforme de streaming ou le produit qui pourrait nous plaire sur un site d'e-commerce. En fait, elle apprend à nous connaître pour rendre l'expérience complètement personnalisée. Mais voilà, une technologie aussi puissante, ça vient forcément avec son lot de questions et de défis. C'est donc super important de parler aussi des risques et des questions éthiques. Et des défis, il y en a un paquet. D'abord, il y a les données. Tout part de là. Si les données qu'on donne à l'IA sont biaisées ou incomplètes, eh bien, l'IA sera biaisée et incomplète. Logique. Ensuite, il y a la sécurité des modèles eux-mêmes. Comment s'assurer que personne ne vienne les manipuler? C'est un vrai casse-tête technique. Alors, face à tout ça, la communauté tech travaille sur ce qu'on appelle une IA responsable. L'idée, c'est de construire des systèmes qui ne sont pas seulement puissants, mais qui sont aussi équitables, transparents, et surtout dont on peut comprendre comment elles prennent leurs décisions. C'est absolument crucial. On a l'impression que tout ça est arrivé hier, mais en fait, pas du tout. Pour vraiment comprendre où on va avec l'IA, ça vaut le coup de faire un petit saut dans le passé. L'idée d'une machine qui pense, ça date des années 50.
Mais c'est vrai que le grand public a vraiment commencé à y prêter attention en 1997, quand l'ordinateur Deep Blue a battu le champion du monde d'échecs. C'était un choc. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des grands modèles de langage, on vit une accélération mais fulgurante. Et ça nous amène à une distinction super importante. Aujourd'hui, toute l'IA qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle de l'IA faible ou étroite. C'est un peu comme un expert ultra spécialisé, il est imbattable aux échecs, mais demandez-lui de faire un café, il ne saura pas faire. L'IA forte, elle, ce serait une intelligence capable de tout faire, comme un humain, mais ça, pour l'instant, ça reste du domaine de la science-fiction. Les progrès sont vraiment spectaculaires, c'est indéniable. Mais ça nous laisse avec la question ultime. Est-ce qu'une machine pourra un jour non seulement penser, mais ressentir, avoir une conscience? Est-ce que c'est le prochain chapitre de notre évolution ou est-ce que ça restera à jamais de la science-fiction? La question reste entière.